Bonjour à toutes et à tous. Je prends juste la parole une minute avant de laisser la parole aux deux animatrices de la table ronde. Je m'appelle Simon Gadras et je coordonne le GER Journalisme qui organise cet atelier grâce aux Assises du journalisme qu'on remercie bien évidemment. Le GER Journalisme, c'est un groupe d'études et de recherche sur les journalismes, les différentes formes de journalisme, qui rassemble donc aujourd'hui environ 150 chercheurs de toute la France qui s'intéressent au journalisme, aux médias, à l'information d'actualité, qui se donnent pour mission donc de fédérer ces recherches, de les visibiliser et aussi de nourrir le dialogue entre les chercheurs et les professionnels de l'information. Et c'est l'idée de faire ces sessions ici aux Assises du journalisme. Et donc, on en a organisé une juste avant ce matin sur une approche de l'histoire et des transformations du fait divers. Et là, une session qu'on vous propose sur la question du féminicide. Et je vais laisser les deux collègues qui animent cette table ronde se présenter et présenter la table ronde. Merci. Merci Simon. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Lise Jacquez et bienvenue dans cette table ronde. Donc j'ai le plaisir d'animer avec Chloé Salle. Donc nous sommes toutes les deux chercheuses en sciences de l'information et de la communication, membres du GER. Et puis par ailleurs on enseigne et on pilote des formations de journalisme. Donc à Grenoble pour Chloé et puis à Vichy pour moi. Et donc c'est vraiment riche. Voilà, ces ateliers sont riches parce qu'ils font aussi le lien entre la pratique du journalisme, l'enseignement du journalisme dans nos écoles et la recherche. Et donc comment la recherche, la réflexion sur le journalisme peut aussi permettre d'alimenter les formations, d'avoir ce dialogue riche en fait entre recherche et enseignement dans le journalisme. Et donc cette table ronde, voilà, comme vous l'avez bien compris, elle est consacrée à la médiatisation des violences conjugales, mais on a resserré sur la question des féminicides pour pouvoir aller vraiment explorer plus en détail et plus en profondeur cette question-là avec nos quatre intervenantes. Donc juste quelques mots pour introduire le sujet. Donc c'est vrai que depuis quelques années, ces violences conjugales qui ont été longtemps cantonnées à la rubrique des faits divers dans la presse locale en particulier, ont acquis le statut de problème public. On témoigne, par exemple, le lancement du Grenelle contre les violences conjugales en 2019, aussi les enquêtes ou les décomptes entreprises par certains médias, certains journalistes. Alors, je pense par exemple au décompte de Libération dès 2017, à la Task Force du Monde, dont on parlera, mise en place en 2019. Donc, il y a un certain nombre d'actions comme ça entreprises. Et puis, il y a aussi les termes, donc notamment le terme féminicide, pour qualifier les homicides au sein du couple, féminicides conjugaux, qui a suscité scepticisme et questionnement il y a encore quelques années, et qui est désormais ancré dans le débat public et dans le langage politique. Donc, il semble qu'il y ait un basculement assez net qui se soit opéré depuis la fin des années 2010. Mais ce basculement, on aimerait aussi l'interroger dans cette table ronde, peut-être, pour voir si réellement basculement il y a et jusqu'où il va, etc. Et puis aussi, on voudrait replacer ces discours, l'évolution des discours médiatiques et politiques sur le sujet dans le temps long et aussi dans une perspective internationale et comparée grâce à vos travaux et à vos enquêtes. Chloé, je te laisse la... Merci Lise. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, la chance de recevoir 3 chercheuses et une journaliste qui travaillent sur la question, qui mènent des travaux sur le long cours. Nous avons Laure Beaulieu, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Sorbonne Paris-Nord, laboratoire Leipzig et CMH. Nous avons Lorraine Descartes, qui est journaliste indépendante, et autrice notamment, entre autres, nombreuses productions sur les questions liées au féminicide, de l'ouvrage que vous trouverez d'ailleurs dehors, Nos absentes à l'origine des féminicides. Nous avons Teresina Silva, chercheuse, professeure au département journalisme de l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil, laboratoire Traverso. Et Giuseppina Sapio, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8, laboratoire SEMTI. Donc on va aborder la question en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons demander aux participantes
de nous expliquer comment elles s'en sont venues à travailler sur la question du féminicide et par quelle perspective elles ont abordé le sujet. Dans un second temps, elles nous expliqueront ou elles répondront à notre question sur les cadrages médiatiques et les dénominations qui sont employées pour parler, pour couvrir les meurtres de femmes. Et puis, enfin, nous parlerons de l'évolution des pratiques journalistiques ces dernières années. Alors, sans plus attendre, Giuseppina, est-ce que tu peux t'introduire, te présenter et nous parler de ta recherche ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je remercie les deux organisatrices de cette table ronde, les Assises du journalisme, de nous accueillir. Donc, je mène mes travaux sur les féminicides depuis 2017 environ, avec un premier article que j'avais écrit sur une émission de docu-fiction qui traitait des féminicides et qui est encore en cours en Italie, sur laquelle éventuellement je pourrais revenir à l'occasion. Donc c'était une émission de télévision et auparavant j'avais travaillé sur la famille parce que j'avais fait ma thèse sur les pratiques du cinéma d'amateur et des films de famille. Donc en fait il y avait quelque chose que je souhaitais interroger dans les logiques et les dynamiques familiales. Et donc, petit à petit, j'en suis venue à la question de la médiatisation, d'abord des violences conjugales et puis ensuite des féminicides. Donc, actuellement, après avoir fait des travaux sur la médiatisation dans la presse, principalement, ensuite sur les JT, j'entame un chantier assez important. Donc, je travaillerai sur les 25 dernières années de médiatisation des féminicides en France, mais à la télévision, donc en collaboration avec l'Institut national de l'audiovisuel. L'idée, ce sera d'interroger la médiagénie des affaires de certaines affaires de féminicide. Pourquoi certaines affaires émergent plus que d'autres? Pourquoi certaines affaires ont plus de retentissement médiatique et notamment à la télévision. Et pour cela, je mène actuellement un terrain exploratoire auprès de journalistes qui ont été précurseurs dans la presse, notamment pour les décomptes, donc avec des journalistes au Monde et à Libération, aussi chez UPress. Aussi des entretiens auprès de militantes qui réalisent les décomptes militants et de familles de victimes qui sont organisées en associations et fédérations. Voilà, c'est mon terrain exploratoire et je commence actuellement la descente dans les archives de l'INA pour traiter les affaires. Merci. Bonjour à tous et toutes. Et d'abord, je voudrais aussi remercier l'organisation des Assises du journalisme, l'organisation aussi de cette table ronde. Je suis ravie d'être ici pour échanger avec vous. Je voudrais par avance m'excuser, mais mon français, c'est pas très bon, donc j'ai préparé une présentation par écrite. Je vais m'appuyer sur ces tests. J'ai commencé à travailler sur le thème du féminicide dans l'année 2020, première année de la pandémie de Covid-19. Il s'agissait d'une recherche sur la couverture médiatique du féminicide au sud du Brésil. C'était une recherche collective avec mon groupe de recherche là-bas, à l'Université fédérale de Santa Catarina, au sud du Brésil. Et comme dans d'autres pays, la presse brésilienne a mis en avant cette année-là l'augmentation des violences contre les femmes dans l'espace privé et domestique. Au Brésil, il existe aujourd'hui de nombreuses recherches sur les violences faites aux femmes, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de recherches sur la couverture médiatique du féminicide. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons commencé la recherche. C'était une recherche sur les médias régionaux
Et nous avons analysé un corpus de 776 articles de presse dans l'année 2015 à 2021. Ce sont 7 ans de couverture médiatique. Et parce qu'on avait envie de voir l'évolution de la couverture dans cette période-là. Et après, dans l'année 2023, j'ai commencé une recherche sur les médias nationaux. J'ai eu aussi l'opportunité de faire un séjour en Espagne à la fin 2023 pour connaître un peu la couverture de la presse en Espagne, parce que l'Espagne c'est considéré un pays de référence dans la politique publique pour faire front à la violence vers les femmes. Mais cette recherche sur les médias nationaux et un certain essaye d'analyser en perspective avec la couverture d'Espagne est encore en cours, donc les données sont encore provisoires. Au Brésil, je crois qu'il faut situer d'une façon très résumée, mais au Brésil, on a 2 lois très importantes sur les violences faites aux femmes. La loi Maria da Penha, c'est de l'année 2006. Ça a été une loi très importante. Elle définit la violence faite aux femmes. Elle définit aussi des politiques de prévention et de protection, les tribunaux spéciaux, les commissariats de police spécialisés et aussi les réseaux d'aide aux victimes. Et c'est très important. Par contre, on sait que ces politiques, dans la pratique, ça va très bien. Donc, ça, c'est un problème. Et la loi du féminicide dans l'année 2015, qui a établi le féminicide comme une circonstance aggravante du crime d'homicide dans le Code pénal brésilien, et l'inclut dans la liste des crimes odieux. Et elle a défini le féminicide comme les morts d'une femme en raison de son genre, ce qui inclut la violence domestique familiale, mais aussi le mépris ou la discrimination à l'égard des femmes. Cette loi représente une avancée très importante parce qu'elle a modifié la manière dont le système judiciaire traite ces crimes. Elle a imposé une plus grande rigueur dans la sanction des agresseurs et elle a aussi permis de collecter des statistiques pour élaborer des politiques publiques, aussi pour donner la visibilité aux problèmes et améliorer la compréhension du cycle de violence qui mène aux morts des femmes. Et à ce moment-là, quand on a commencé la recherche sur les médias régionaux, il y avait quelques recherches depuis plus de 20 ans qui ont mis en évidence plusieurs problèmes dans la couverture médiatique. Et parmi les principaux, une priorité donnée à la description de la scène du crime, souvent de manière très sensationnaliste, une dépendance excessive aux sources policières, au détriment d'autres perspectives, une présentation du crime comme un fait isolé et épisodique, sans mise en contexte ni lien avec les problèmes structurels de violences de genre, une absence de mention du réseau d'aide aux victimes et des politiques publiques de prévention, un manque d'interrogation des autorités sur les mesures à prendre pour prévenir nouveaux crimes,
et aussi la révictimisation des femmes assassinées à travers des discours qui stigmatisent leur comportement et leur attribuent parfois une partie des responsabilités dans leur propre meurtre. Avec la loi sur les féminicides, on a observé une augmentation de la visibilité médiatique de ces assassinats. Donc, notre question de recherche, c'était de savoir dans quelle mesure cette plus grande visibilité s'accompagnait d'un traitement plus approfondi du problème de la violence basée sur les genres. Donc, nous allons analyser les formats journalistiques, l'utilisation des images, la présence du terme féminicide dans les récits, les cadrages adoptés, la représentation des victimes et des agresseurs et l'utilisation des sources d'information. J'arrête ici pour le moment et après, s'il y a des questions, je pourrais partager avec vous les résultats plus détaillés. Merci. Bonjour, merci aussi à vous d'être présents avec nous aujourd'hui et merci pour l'organisation de la table ronde et les personnes qui participent avec moi. Donc je suis la journaliste de cette table ronde. Moi, en fait, je suis pigiste, donc ça veut dire que j'ai pas un employeur fixe. En fait, je collabore avec une kyrielle de journaux francophones. C'est une position qui est assez particulière en fait dans l'exercice médiatique. Je pense qui est très méconnue et parfois même assez stigmatisée, mais qui m'offre en fait une liberté éditoriale assez incroyable. En fait, depuis que j'ai été diplômée il y a 10 ans, j'ai toujours été journaliste pigiste, ce qui me permet notamment en fait de creuser une certaine obsession pour les violences de genre et les féminicides. J'ai commencé à travailler sur ces questions quand j'étais toute jeune reporter. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé en fait à faire ce qu'on appelle du grand reportage à l'étranger, sous diverses formes de féminicide, des histoires. Le premier reportage que je peux mentionner, c'était en Albanie. J'avais rencontré des femmes qui m'avaient raconté comment elles avaient été contraintes d'avorter quand elles avaient su qu'elles attendaient une fille, et donc ça correspondait à ce qu'on appelle des avortements sexo-spécifiques, et c'est assez peu connu qu'il y a un différentiel du sexe ratio à la naissance dans les Balkans, et c'était la première histoire que j'ai faite, et ensuite j'ai un petit peu évolué dans d'autres pays. J'avais été un moment aussi happée par les événements, la guerre contre Daesh en Irak, et du coup j'avais aussi pu faire des histoires avec une perspective de genre, et en fait il y a eu un moment où je me suis dit mais pourquoi je m'intéresse pas à mon pays. En fait, je suis française. Je vous l'ai fait un peu de manière résumée. C'était forcément moins limpide à l'époque, mais j'ai commencé en fait à me dire que je voulais travailler sur les violences de genre aussi plus profondément en France, prendre le temps en fait de faire ce qu'on appelle du grand reportage ou du reportage, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à rencontrer des familles de victimes de féminicide et à vouloir en fait comprendre un peu ce qui menait à la mécanique du crime, et c'est-à-dire pas en fait à m'intéresser au moment du meurtre, c'est-à-dire au temps du fait divers, mais en fait à l'étendre et à raconter des histoires pour comprendre qu'est-ce qui se passait en fait avant, qu'est-ce qui menait en fait, les récurrences qui menaient en fait, qu'on retrouve dans ces faits divers. On va peut-être revenir, mais par exemple le contexte de séparation, les violences préalables, mais aussi souvent en fait le fait que ces femmes, elles avaient essayé de se sauver. Et ça, je pense que c'est assez peu raconté dans le temps du fait divers médiatique. C'était souvent des femmes qui avaient pris la décision de partir, de reprendre leur liberté. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce terrain, c'est que il y a aussi tout le temps après qui est très peu raconté à l'époque dans la presse. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait pour les orphelins de féminicide, pour les grands-parents qui se retrouvent à adopter les enfants, à en payer le prix, y compris financier, etc. Et c'est quelque chose que j'ai raconté dans mon premier livre qui s'appelle « Nos absentes à l'origine des féminicides », que vous pouvez retrouver dans le stand librairie. Voilà. Et du coup, en parallèle de ça, je continue à travailler pour la presse écrite. Et par exemple, récemment, j'ai fait une immersion dans un dispositif de justice restaurative à Nantes qui réunissait des hommes auteurs de violences conjugales et qui avaient été appréhendés par la justice, et 3 femmes qui avaient été reconnues victimes par la justice. Et j'en ai fait une histoire pour le M. Je peux aussi mentionner
une collaboration aussi, ma collaboration avec le magazine Marie-Claire, où j'ai passé cet automne au Mexique à Ciudad Juárez, et je pense que je reviendrai sur cette expérience dans la présentation. Et la dernière chose aussi que je peux mentionner, c'est que j'anime un podcast qui s'appelle Faire Genre avec l'Institut du Genre et Binge Audio, dans lequel en fait on invite à chaque fois un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur des questions de genre de façon transversale pour lui donner la parole et explorer son travail. Et j'aime beaucoup aussi cette expérience. Merci, du coup, je suis dernière, donc je vais essayer d'être rapide. D'accord, ça va, ok. Merci beaucoup de nous avoir réunis ici. Ah pardon, excusez-moi, je voulais faire comme toi, mais j'ai pas autant d'expérience. Et du coup, moi je suis docteur en sciences de l'information et de la communication depuis pas très longtemps. Et donc, je travaille sur les questions de genre et de féminisme en les mettant en lien avec les questions de journalisme depuis 2016. Et au départ, en fait, je m'intéressais, donc avant MeToo, à partir du milieu des années 2010, à l'articulation d'une identité de journaliste avec celle d'une identité de féministe. Donc ça, c'était dans le cadre d'un Master 2 recherche. Ensuite, en fait, j'ai voulu élargir cette recherche en m'intéressant à la façon dont les journalistes s'intéressaient à ces questions très largement, de genre, de féminisme, dans les médias. Alors, je m'intéressais spécifiquement aux médias de la presse écrite et numérique français. Moi, je m'intéresse plutôt aux médias nationaux. Je m'intéresse aux médias nationaux. Et en fait, j'ai été percutée par un contexte qui est quand même très particulier, qui est celui donc de l'émergence du moment MeToo à partir d'octobre 2017. Et donc, en fait, mon terrain que je commençais à ce moment-là a pris une tournure qu'on n'aurait pas pu franchement envisager. Et en fait, j'ai été, comme j'ai souvent l'habitude de dire, au bon endroit, au bon moment, puisque du coup, je faisais mon terrain de recherche au moment où, dans les rédactions, il y avait beaucoup de discussions sur ces sujets-là, parce que, comme on l'a dit, à la fois dans le monde politique, donc avec le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, qui était avec qui il y avait donc Marlène Schiappa à la tête, les mouvements féministes, et notamment, je pense aux colleuses, donc on reparlera peut-être. Qui ont donc essaimé dans différentes villes de France, et évidemment dans la recherche où en fait les études de genre avaient commencé déjà à prendre une place importante dans la plupart des universités françaises, et où en fait il y avait vraiment des travaux déjà et des chercheuses qui travaillaient sur la question médias et genre. Et du coup, moi, je suis arrivée à un moment où j'ai décidé de faire une monographie pour ma thèse, donc c'est-à-dire de m'intéresser à un seul média. Et ce média, je l'avais choisi parce que, justement, ils avaient une volonté de mettre en place des pratiques innovantes. J'utilise des termes plutôt utilisés par le média que par moi, sur ces questions-là. Non, mais c'est pas critique, c'est juste pour dire que voilà, c'est pas moi qui dis que c'est innovant ou quoi, parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place ailleurs, notamment en Amérique latine, c'est pour ça et en Espagne, c'est pour ça que je voulais dire ça. Et donc, je me suis retrouvée à être à l'intérieur de la rédaction, à faire des interviews avec des journalistes au moment où est mis en place un groupe de travail au sein du média que j'étudie, et au moment où en fait il va y avoir ce basculement dont on parlait. Alors, est-ce qu'il est net ou pas, c'est une question à laquelle je voudrais bien répondre plus tard, mais en tout cas, voilà, il y a ce moment que moi j'identifie vraiment à la fin de l'année 2019, où on a la dénomination qui change, donc la qualification qu'utilisent les journalistes change, la quantification, c'est-à-dire le nombre de productions journalistiques sur ces questions-là, elle est
exponentielle, c'est-à-dire que l'évolution exponentielle, c'est-à-dire qu'on a une augmentation très importante sur une année. Et puis, on a effectivement une évolution des pratiques avec donc les genres journalistiques utilisés qui changent, en tout cas dans le média que j'analyse, avec un passage d'une rubrique police-justice à une rubrique société, même si la police-justice continue de l'étudier, ça devient légitime de l'étudier, y compris en politique et au service société, qui sont des services qui sont plus hauts dans la hiérarchie journalistique, pour le dire rapidement. Et donc ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on arrive à une production journalistique. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pas la production journalistique et je dis voilà ce que j'en pense, pour le dire vite, mais j'essaye de voir comment on y arrive. Et donc, le deuxième pan de mes recherches, c'est aussi de m'interroger sur ce que nous, en recherche, on appelle les cadrages, c'est-à-dire la manière dont on va parler de ce sujet-là, et donc la manière dont on va présenter les faits. Et donc ça passe par la qualification, mais ça passe aussi par des mécanismes de mise en récit de l'information qui ont des caractéristiques et qui, là, pour le coup, dans ce que moi je trouve dans ma recherche, n'ont pas beaucoup évolué, en fait, dans les années que j'observe. Et je retrouve des choses, en fait, qui sont très, très présentes, y compris sur d'autres sujets que les féminicides. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Tu m'offres la transition sur un plateau, donc c'est sympa. Oui, parce qu'on voulait se pencher justement maintenant sur plus en détail sur cette question des dénominations et des cadrages. Il y a eu des batailles sémantiques importantes, notamment sur ce mot, cette dénomination, féminicide. Ça nous permettra de parler des médias, mais peut-être aussi des associations. Et puis, du coup, il y a aussi eu des batailles sur cette formule de crime passionnel. Et donc, je vais me tourner vers les unes et les autres. Peut-être d'abord toi, Lorraine, puisqu'on s'est dit on va essayer de faire quelque chose un peu chronologique, à peu près. Hein. Je vous promets pas que ça va tenir jusqu'au bout, la chronologie. Mais en tout cas, on s'est dit qu'on allait démarrer avec Lorraine parce que justement, notamment dans un article que tu as écrit pour Le Monde diplomatique en 2024, où tu parles de le long voyage militant de ce mot entre les deux rives de l'Atlantique. Et du coup, voilà, on peut peut-être commencer avec ça, avec ce long voyage de ce mot et son origine sur lequel tu as pas mal travaillé. Bon, je vais essayer de résumer rapidement. Oui, en fait, donc j'ai fait cette collaboration, c'était dans le numéro de novembre avec Le Monde diplomatique, et on était parti du coup sur l'idée du voyage pour raconter en fait comment ce terme qui a une trajectoire, ce concept assez incroyable en fait, qu'on a découvert aux alentours de 2019 en France, enfin en tout cas le grand public, et on reviendra là-dessus après. En fait, il a voyagé, il s'est nourri de plusieurs zones géographiques et culturelles différentes. Je vous invite peut-être avant de rentrer dans les détails à consulter l'ouvrage de Margot Jacinthy qui vient de sortir un livre aux éditions Divergence qui du coup pourra vous ouvrir sur un peu les racines souterraines en fait du concept de féminicide, parce qu'elle a travaillé de la Révolution française jusqu'aux années 70, c'est-à-dire en fait avant la formulation on va dire du concept de féminicide. Lisez cet ouvrage, ça s'appelle Le commun des mortels, c'est un très beau titre et il vient de paraître aux éditions Divergence. Et donc le terme de féminicide avec l'idée du meurtre des femmes en raison de genre, il a démarré dans les années 70, il a émergé dans le contexte de la seconde vague du féminisme à l'occasion d'un forum international qui réunissait énormément de militantes, mais s'il y a un nom qu'il faut retenir, je pense que c'est celui de Diana Russell, qui est une chercheuse anglo-saxonne, qui était venue et qui a du coup posé ce terme lors de cette grande conférence féministe dans les années 70 et qui a ensuite du coup participé à la création d'un ouvrage, The Politics of Women Killing, qui est paru je crois en 92 et en fait qui du coup a permis à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, les réseaux sociaux, etc., à ce concept de circuler. Et le terrain en fait qui est extrêmement intéressant, là où ce concept a pris racine, en fait, c'est la ville où j'ai été cet automne dans le nord du Mexique, qui s'appelle Ciudad Juárez, parce que en fait, dès les années 90, au moment où ce livre, en fait, il a commencé à
paraître. Mais avant qu'il arrive à Juarez, il y a des femmes assez incroyables. En fait, c'est une histoire qui date d'il y a 30 ans, en fait, le début de la lutte contre les féminicides active à Juarez. Elles ont commencé, en fait, à se mobiliser dans la ville pour dire, en fait, c'est pas normal. Dans les journaux, ça passe toujours, en fait, par la couverture médiatique, qu'on critique ou pas, en tout cas. Dans les journaux, on voit de plus en plus de faits divers, d'histoires de femmes qui sont retrouvées dans les faubourgs de Juarez et dont en fait les dépouilles sont jetées en fait voilà, et exposées en fait à la vue de tous comme en fait un message qui est adressé aux autres femmes, attention, si jamais vous dérogez aux normes de genre, voilà ce qui peut vous arriver. Et donc il y a des militantes assez incroyables, dont Esther Chavez Cano, qui a créé aussi le premier refuge pour femmes victimes de violences à Juarez et qui est décédée en 2009, qui a commencé en fait à collecter ces faits divers et à créer le premier registre, avec d'autres militantes évidemment, le premier registre de victimes de féminicide au monde. Mais le terme en fait de féminicide, à l'époque on parlait des morts de Juarez, le terme de féminicide il arrive en 98 grâce à l'entregent d'une sociologue aussi extrêmement importante que vous connaissez si jamais vous vous intéressez à la question des féminicides en sociologie. Elle s'appelle Julia Monares Fragoso et j'ai eu l'immense honneur de la rencontrer à Juarez, donc je suis hyper fière. Et je l'avais mentionné aussi avant dans l'article du diplôme, on avait fait une visio, j'étais pas encore allée à Juarez. Et en fait, elle a analysé la base de données mais en fait, c'est des classeurs qui sont dans un coin de Casa Amiga du refuge, on peut encore les consulter, qui n'ont pas encore été digitalisés. Et du coup, elle a consulté le registre des féminicides de Casa Amiga. Et en fait, elle a créé des typologies pour un peu permettre de comprendre les différentes formes de féminicide. Nous, en France, on connaît beaucoup le féminicide conjugal parce que c'est ce qui a le plus de résonance médiatique. Le type de meurtre dont je vous ai parlé, exposé avec cette exposition macabre, Julia Monares Fragoso, elle les a typologisés comme des féminicides sexuels systémiques, etc. Et du coup, le terme à Juarez, il a eu une résonance assez exceptionnelle parce qu'il y a eu ces militantes aussi qui ont fait venir des célébrités, des stars, notamment Eve Ensler ou l'actrice Jane Fonda, et il y a eu une médiatisation internationale en fait, avec évidemment aussi des travers du féminicide à Juarez. Et je pense que pour terminer, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui s'est cristallisé quand le terme il a rencontré du coup le terrain du Mexique, c'est que tout de suite il y a eu aussi cette remise en question du rôle des autorités avec la notion d'impunité. Qui a été théorisée par Marcela Lagarde, qui est une universitaire hyper importante aussi au Mexique, et qui en fait a pu dire ces crimes ils surviennent aussi massivement parce qu'en fait il y a un manque de réponse des autorités pour condamner les criminels, pour prendre en compte les plaintes, et aussi du coup on peut aussi se demander si ça implique pas aussi notre responsabilité à nous sociétale de qu'est-ce qu'on fait en fait contre les violences en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que proche de victimes, en tant que proche d'hommes auteurs de violences conjugales, etc. Voilà. Merci. Joséphina, peut-être que tu peux prolonger sur ces dénominations, notamment en contexte français ou européen. Oui, je te laisse la parole. Moi, j'ai travaillé à la médiatisation d'une formule qui est celle de crime passionnel, mais du côté de la recherche, parce qu'il y a quand même des travaux qui ont été faits, même par des journalistes, de réfléchir à l'usage de ces termes. Et donc, c'était entre 2017 et 2018, fin 2017-2018, donc avec l'affaire Alexia Fullo, qui est plutôt connue comme l'affaire Alexia Daval. Et en fait, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que Marlène Schiappa utilise le terme féminicide pour qualifier cette affaire. Et tous les avocats des barreaux de toute la France lui tombent dessus en soulignant le caractère totalement inapproprié de cette qualification qui serait donc féminicide. Donc, à titre de rappel, le féminicide n'a pas de transcription dans le code pénal français. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. En Italie, on a actuellement, ça date vraiment d'il y a quelques jours, une proposition de loi pour introduire le crime de féminicide dans le code pénal, et on a un ensemble de lois qui sont appelées plutôt code rouge, qui sont vraiment vouées à prévenir ou en tout cas mieux punir les violences faites aux femmes.
On pourrait revenir sur la réflexion autour des appareils en fait, juridiques et judiciaires parce que très souvent, même dans les discours médiatiques, on a une tendance à blâmer l'institution ou blâmer le code pénal, l'insuffisance des lois dans une perspective très positiviste du droit, quand en réalité la réflexion devrait, à mon humble avis, se déplacer aussi et surtout du côté de la prévention et donc de l'éducation et donc dans d'autres sphères que la sphère de la loi. Ceci étant dit, le terme féminicide apparaît de manière polémique dans l'espace public et médiatique français en 2017, fin 2017. Et donc c'est à ce moment-là que je décide de travailler sur la manière dont on va nommer les meurtres et assassinats de femmes dans la presse, et notamment en m'intéressant à une formule qui au contraire me semble encore très utilisée à ce moment-là, qui est la formule crime passionnel. En sachant que dans un état de l'art que j'avais dressé, des travaux existent déjà, notamment il y a un ouvrage collectif par Mercader, Sobota et Well, qui sont trois chercheuses qui ont travaillé justement sur la notion de crime passionnel. Et donc, je vais interroger une base de données avec le mot-clé crime passionnel, en sachant que ce syntagme de mots ne dit pas le genre des victimes. Crime passionnel, on peut être autant femme que homme victime de ce crime. Donc, bien évidemment, j'ai une hypothèse sur les résultats que je vais obtenir, mais j'y vais, j'interroge la base sur l'année 2017-2018. Pour voir quels sont les résultats. Ce que j'obtiens, c'est une proportion de 1 à 5, c'est-à-dire il y a 5 fois de plus cette formule qui est mobilisée pour identifier des meurtres et assassinats de femmes plutôt que des hommes. Et j'ai un seul cas, parce qu'il y a aussi le prisme de l'hétérosexualité dans ces histoires. Il y a un seul cas de couple homosexuel, donc composé par 2 hommes, où la formule crime passionnel est mobilisée. Donc en fait, sans dire son genre, cette formule-là est pourtant très bien genrée. C'est-à-dire que dans les faits, lorsqu'elle est mobilisée, finalement, elle est principalement pour des femmes victimes. L'autre aspect que je souhaitais interroger, c'était qui utilise la formule crime passionnel. Alors, la tendance qu'on peut avoir, parfois même dans la recherche, donc je fais le mea culpa ici publiquement, c'est de être très critique vis-à-vis des discours journalistiques, de la manière dont ils sont créés. En réalité, lorsqu'on va faire une analyse plus qualitative et fine sur les discours médiatiques, on se rend compte que la formule est bien évidemment transposée par un discours rapporté par les journalistes dans les articles, mais en réalité, les énonciateurs et énonciatrices de cette formule sont différents acteurs et actrices du monde de la justice, par exemple, ou des forces de l'ordre, ou encore des experts, par exemple, psychiatres. Donc, lorsqu'on avait dans les récits journalistique l'apparition de la formule crime passionnel, finalement cette formule en fait on l'avait parce qu'elle avait été utilisée, employée par différents acteurs et non pas uniquement par les journalistes, en sachant qu'on reviendra là-dessus, mais les journalistes sont aussi très bien organisés pour justement métacommuniquer sur leurs propres pratiques et constituer notamment des chartes, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir concernant le terme féminicide, qui désormais avec le Grenelle, ça a été dit, c'est vraiment bien ancré dans le discours public et médiatique. C'est du côté de la télévision. Donc actuellement, lorsque j'ai été chercher faire mes fouilles donc dans les archives de l'INA, il apparaît que le terme féminicide était déjà utilisé, par exemple, dans les années 2010, sauf que ce terme était utilisé principalement pour désigner, qualifier des affaires qui survenaient en fait à l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'est en Inde, au Pakistan ou en Amérique latine. Donc, le terme, il existe bien, mais il ne définit pas une réalité française, en tout cas, semblerait-il. Actuellement,
voilà, dans l'usage qu'on peut en avoir à la fois à la télévision et dans la presse. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que il y a certainement un affichage qui consiste à mobiliser ce terme, mais une fois que l'on va dans les textes des journalistes ou alors du côté des récits télévisuels, il est vrai que la formule, elle va du coup rencontrer des modalités de narration autour notamment des victimes, de leurs familles, de leurs histoires, qui sont des narrations encore très anciennes, qui sont quand même à revoir dans ce sens-là. Donc il y a certainement une évolution dans la manière dont on va qualifier les faits, mais cette évolution, en fait, elle ne rencontre pas totalement une révolution des pratiques journalistiques, notamment en ce qui concerne les sources que l'on va auxquelles on va faire appel. Parce que la plupart du temps, les sources des journalistes étant principalement sur ce genre d'affaires, des sources policières et judiciaires, le discours, en fait, il va être très axé autour de l'auteur des faits et donc très peu sur la victime. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être une petite précision, c'est que de mon étude, ce qui était apparu, c'est que le terme était utilisé à la fois dans la PQN et dans la PQR. Mais du coup, bien évidemment, on est en 2017-2018, avec un usage dans la PQN qui était plutôt un usage réflexif, c'est-à-dire que lorsque la formule elle apparaissait, c'était pour la critiquer. Donc en fait, elle apparaissait dans les récits pour que elle soit mise à distance, qu'on arrête de l'employer. Et contrairement à la PQR, ou au contraire, mes rencontres avec la formule dans les récits de la PQR étaient tout à fait littérales. Lorsqu'on l'utilisait, c'était vraiment pour qualifier le crime qui avait été commis d'une manière très littérale, comme étant un crime dit passionnel. Et il y a d'autres formules qui accompagnent celle de crime passionnel que l'on peut encore retrouver aujourd'hui, comme par exemple le drame de la séparation, typiquement. Et on peut aussi avoir des formules un peu rodées, comme par exemple une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, qui sont également des formules à interroger en réalité, puisqu'elles vont routiniser en fait une certaine manière de penser les féminicides sous l'angle quantitatif, sans forcément, pour le coup, en interroger son fondement, qui est un fondement genré. Merci. Je ne sais pas si Thérésina et Laure, vous voulez réagir, abonder sur cette question des dénominations. Bien. Je commence en parlant un petit peu sur le cas d'Espagne. J'ai remarqué que la presse de ces pays n'utilisait pas beaucoup le terme féminicide pour désigner ces assassinats de femmes. Le terme principalement utilisé, c'était crime machiste ou crime de genre, ou des expressions similaires comme assassinat pour violence de genre ou assassinat machiste. Cela m'a semblé très intéressant parce que ces formulations mettent également en évidence le caractère genré du crime, même si la plupart des récits n'utilisent pas le terme féminicide. J'ai trouvé le terme féminicide en Espagne, surtout dans les quotidiennes El País, version Amérique latine, donc pour parler des crimes contre les femmes des pays d'Amérique latine. Je ne saurais pas préciser exactement à quelle année les médias espagnols ont commencé à utiliser ce terme, mais il y a également eu là-bas une évolution progressive de ces dénominations dans les discours médiatiques. Et cette évolution graduelle, que ce soit en Espagne ou dans les pays d'Amérique latine, est liée à l'adoption de nouvelles lois sur la violence de genre. Elles sont les résultats du travail
d'associations féministes qui ont réussi à sensibiliser l'opinion publique pour sortir ces problèmes de la sphère privée et domestique et les porter dans l'espace public. Des organismes internationaux aussi, les pactes auxquels ces pays ont progressivement adhéré, ont également joué un rôle très important. En Espagne, les recherches académiques montrent que l'expression crime passionnel a été progressivement éliminée après avoir été largement utilisée jusqu'à la fin du XXe siècle. Les désignations comme crime machiste ou crime de genre sont apparues progressivement après, surtout la loi organique de 2004, qui établit des mesures de protection intégrale contre la violence de genre. D'autres lois ont vu le jour par la suite et ont perfectionné les précédents. Mais il est intéressant de noter à quel point elle recherche en Espagne à inclure les médias dans un pacte contre la violence de genre. Donc c'est ça, il me semble, c'est très intéressant et très différent par rapport au pays d'Amérique latine, par exemple. Cela ne signifie pas pour autant que toute la couverture médiatique de féminicide en Espagne soit très exemplaire. La recherche académique menée dans ces pays et les articles que j'ai analysés dans l'année 2023-2024 montrent des avancées positives dans la couverture, mais aussi la persistance du traitement sensationnaliste, faits divers, que ce soit dans les médias régionaux ou nationaux. En Amérique latine, après un débat croissant au cours des années 2000-2010, 16 pays ont adopté les lois spécifiques sur les féminicides, comme c'est le cas du Brésil, ou alors ont intégré ces crimes dans leur code pénal, comme l'Argentine, par exemple, qui fut le premier pays du continent à réformer son code dans l'année 2002. C'est dans ce contexte-là que le terme féminicide commence à apparaître plus fréquemment dans les discours journalistiques à partir de cette première décennie, parce que les acteurs du système judiciaire, la justice, le ministère public, la police aussi, commencent à appliquer la loi. Ces acteurs constituent en soi les principales sources de journalistes dans la couverture du sujet. Au Brésil, le terme féminicide commence à être mentionné dans la presse nationale. Dans les semaines précédentes à l'adoption de la loi sur le féminicide en mars 2015, lorsque les médias annonçaient que la présidente Dilma Rousseff allait promulguer la loi. Cependant, ce terme a mis du temps à apparaître dans les récits de presse, du moins dans les médias régionaux du sud du Brésil que nous avons analysés. Dans la couverture régionale de l'année 2015, par exemple, on a trouvé que 4 articles traitant de la thématique, mais jamais dans les récits des crimes survenus cette année-là, qui sont généralement désignés sous des termes plus généraux comme crime brutal, par exemple, ou violence contre les femmes. Les termes commencent à être utilisés un peu plus à partir de 2016, mais plutôt à partir de 2018-19. On a trouvé qu'à partir de 2019-2020, les journalistes utilisent les termes avec un peu plus d'autonomie par rapport à la police. Donc, avant, était toujours le terme est toujours utilisé quand la police l'utilise, quand la police enquête les crimes comme un féminicide. Donc, la police a pris du temps pour utiliser le terme féminicide
Et après, la presse commence aussi à utiliser. L'expression crime passionnel n'a pas complètement disparu des médias régionaux dans l'année 2020 et 2021, dernière année de notre corpus. L'usage du terme féminicide devient alors plus ou moins généralisé à partir de 2019 au Brésil, soit la presse régionale ou nationale. Il est le fruit d'un long processus de débat de pression sociale, principalement exercé par les féministes impliquées dans les associations, des institutions étatiques et les universités. Donc, ce n'est pas une apparition très soudaine. Hein? L'adoption de ces termes, c'est très importante, à mon avis. Ça représente, je crois, un apprentissage social important. La police utilise davantage les tribunaux, la presse aussi, la société aussi. Mais ce n'est pas suffisant. On a identifié, par exemple, que la plupart des récits de ces assassinats sont encore traités dans les formats faits divers. C'est-à-dire, ce sont des crimes très épisodiques et ponctuels, et pas inscrits dans un contexte, dans un cadrage de violence de genre, d'un problème structurel au Brésil. J'arrête là. Ok, merci beaucoup. Et peut-être Laure, parce que justement, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a un peu cette idée que cette adoption du terme féminicide, elle masque en fait des permanences et des cadrages qui sont en fait beaucoup plus compliqués à saisir, problématiques. Et alors peut-être Laure, tu avais commencé à en parler, donc peut-être tu voudrais développer. Je reviens peut-être juste pas longtemps du tout sur l'adoption de ce terme. Donc si on en était resté à peu près 2017-2018. Et vous avez compris que le contexte législatif est très différent du Brésil, où en France, évidemment, rien n'oblige les journalistes à utiliser le terme. Et évidemment, rien n'oblige la police et la justice à l'utiliser, voire même, elle ne peut pas le faire. Donc on est quand même dans un contexte très différent, d'où l'intérêt, je trouve, de la comparaison. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, j'ai travaillé sur une association, qui n'était pas à l'époque une association, mais qui l'est devenue entre-temps, de journalistes féministes qui s'appelle Prenons la Une. Et à l'époque, elles avaient fait des sortes de guides pour de bonnes pratiques. Au moment de MeToo, elles les ont remises à jour, etc. Et donc, quand je les interrogeais avant MeToo, elles me disaient, et elles disaient d'ailleurs dans leur tract, etc., que c'était pas du tout ce qu'elles revendiquaient. C'est-à-dire qu'elles disaient pas du tout il faut utiliser le terme féminicide, etc. Par contre, ce qu'elles voulaient, c'est qu'on arrête d'utiliser, enfin que leurs collègues, leurs pairs arrêtent d'utiliser le terme crime passionnel. Mais quand je leur demandais pourquoi, elles me disaient en fait, ce qu'on appelle nous en recherche le stigmate, donc le stigmate militant aurait été beaucoup trop fort. Donc elles le connaissaient, mais elles le revendiquaient pas parce qu'elles avaient peur en fait de ce que ça aurait impliqué pour elles, mais aussi pour les personnes qui l'auraient utilisé dans les rédactions. Et quand j'interroge la journaliste qui va dans la rédaction sur laquelle je travaille pendant ma thèse, prendre en charge le groupe de travail sur les féminicides, donc au début quand c'est mis en place, donc pour vous donner des dates, c'est début 2019. Donc on est quand même 2 ans après MeToo, après même plus de 2 ans. Moins de 2 ans. Je l'interroge début 2019 et elle me dit « Ah, le terme fait débat, on ne sait pas trop, il y a quand même un gros stigmate. » Elle me dit le terme stigmate, etc. Elle lit les travaux, elle connaît les travaux, etc. Elle connaît aussi le contexte en Amérique latine et en Espagne. En Espagne, c'est plus rapide, on vient de le dire. Donc en fait, elle ne l'utilise pas. Quand elle pitch son sujet, par exemple, au rédacteur en chef qui accepte son sujet, qui l'a
qui l'engage dans la rédaction, etc. Et je la revois donc lors d'un terrain d'observation, là où je vais rester un mois dans la rédaction, donc en novembre 2019. Et là, il n'y a plus aucun débat. C'est-à-dire qu'en novembre 2019, alors malheureusement, j'ai pas fait d'observation pendant 6 mois, donc j'ai pas vu le moment, voilà. Mais ça m'a vraiment frappée, hein, cette unanimité dans les réunions auxquelles j'ai pu assister, etc. Plus personne ne met en débat ça. En revanche, le terme dont a parlé Giuseppina de crime passionnel est devenu dans cette rédaction repoussoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très mal vu de l'utiliser et on va considérer ceux qui le font ou celles qui le font comme de mauvais journalistes. En revanche, et c'est pour ça que ça me semble important de parler des sources, les sources continuent d'utiliser. Donc en fait, les journalistes se posent la question de quoi faire de verbatim, donc d'interview par exemple d'un procureur ou d'un expert psychiatrique qui vont utiliser ce terme en fait. Et il y a des journalistes donc en réunion qui disent à leurs collègues qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cite ce procureur ? Et évidemment, il y a toujours le procureur de je ne sais pas quel barreau, de quel parquet je le dirai pas, mais voilà, mais qui évidemment fait un peu exprès aussi pour aller titiller les journalistes de l'utiliser. Donc voilà, il y a quand même des débats sur ça, et notamment sur l'usage des sources. Et il y a plein d'autres choses que je voudrais dire, mais je vais donc sauter à la deuxième partie de la question qui est celle du cadrage. Donc là, on parle de la qualification. Donc effectivement, le terme a changé. La façon d'envisager les faits, elle, à mon sens, a peu changé, en tout cas sur la période que j'étudie. Alors en fait, quand on parle de cadrage, on peut ici observer deux choses. C'est une forme d'altérisation des auteurs et des victimes de féminicide, à la fois par leur classe sociale et par leur race. Alors je vais essayer d'expliquer. En fait, ce qu'on observe dans la médiatisation, donc la façon dont les journalistes vont raconter des histoires de féminicide, c'est qu'on va mettre à distance l'histoire. Donc, mettre à distance, c'est ce que j'appelle l'altérisation. On va mettre à distance l'histoire qu'on raconte, donc le fait qu'une femme a été tuée ou qu'un homme a tué une femme. On va le mettre à distance, soit en disant « Ah oui, mais cet homme... » Alors, on ne le dit pas comme ça parce qu'on est quand même dans un média distingué, donc on ne le dit pas comme ça, mais on le dit presque comme ça. C'est parce que c'est un homme de classe populaire. Et si elle a été victime, c'est parce que c'est une femme de classe populaire et ou parce que c'est une personne non blanche ou une personne racisée. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort et que j'observe quand, dans un rare cas, en fait, les journalistes se retrouvent face à la situation où la victime est une femme de classe supérieure. Et heureusement pour eux, entre guillemets, leur cadrage fonctionne parce que l'auteur des violences, c'est-à-dire son conjoint, est un chauffeur de taxi racisé. Donc là, ils vont pouvoir utiliser ça pour expliquer l'acte par l'auteur. En revanche, pour la victime, ce qu'ils vont utiliser comme cadrage, et ça, c'est une autre forme de cadrage qui est très présent et qui n'est absolument pas remis en cause, à mon sens, dans ce contexte MeToo, c'est ce que j'appelle la psychologisation des violences. C'est-à-dire qu'on va utiliser des savoirs psychologiques. En l'occurrence, ici, c'est le concept d'emprise qui a été très largement diffusée par Muriel Salmona, qui est une psychiatre, qui est très médiatisée, etc. Et les journalistes vont utiliser ce cadrage-là, c'est-à-dire la notion d'emprise, pour dire que, en fait, c'est pas de sa faute parce qu'elle était dans un mécanisme d'emprise. Et donc, en fait, elle a beau avoir fait des études, lu tous les travaux. Et d'ailleurs, il y a une journaliste de la rédaction qui est traumatisée par le fait que cette femme lisait Muriel Salmona pendant la fin de sa relation avec cet homme qui l'a tuée. Qui l'a tuée, évidemment, dans un contexte de séparation, comme c'est souvent le cas. Et donc, en fait, ils vont utiliser ça. Donc, je le dis un peu vite, mais ils vont utiliser ça, ce cadrage-là, pour expliquer qu'en fait, malgré tout, malgré sa classe sociale, malgré sa race, malgré le fait qu'en fait, elle avait tout ce qu'il fallait dans sa vie sociale, notamment, et familiale, pour être stable socialement, etc., eh bien, elle a été tuée. Et donc ça, ces mécanismes-là, que j'évoque rapidement, ils existaient déjà et ils existent toujours.
Et je ne sais pas si je rajoute quelque chose aussi, mais je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Ok. En fait, il y a aussi la question des moyens qu'ont les journalistes pour travailler sur ces questions-là. C'est-à-dire que quand on parle de évolution des pratiques, évolution des normes, etc., oui, d'accord, mais l'enjeu, c'est que si les pratiques évoluent, il faut aussi très souvent, et en l'occurrence pour ces enquêtes-là qui sont... Alors là, il faudrait parler d'autre chose, mais je vais aller vite. En fait, souvent, ce sont dans ce cas-là des enquêtes d'initiative, c'est-à-dire que les journalistes ne s'appuient pas sur des dossiers judiciaires pour travailler sur des dossiers de féminicide, ce qui leur complique le travail et ce qui leur demande beaucoup plus de travail. Je pense que tu pourrais en témoigner, parce que quand on n'a pas de sources... première, on met plus de temps. Et bien en fait, les journalistes ont besoin de temps, ont besoin d'argent et ont besoin d'espace pour pouvoir lire, comprendre ce qui s'est passé, etc. Et ça demande des moyens financiers. Et sur la rédaction que j'étudie, ils ont mis en fait effectivement en place un groupe de travail sur les féminicides, mais les journalistes qui étaient dans ce groupe continuaient de faire au quotidien leurs tâches habituelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient ça en plus de leurs tâches. Donc ce qu'on observe en fait, c'est que ça se fait uniquement sur le bon vouloir. Donc, en l'occurrence, je vous le donne en mille, 2 femmes jeunes féministes qui sont restées dans ces groupes alors que les hommes plus âgés ou les hommes plus dominants dans la rédaction s'en sont extirpés quand ils se sont rendus compte que ça allait leur coûter plus que ça n'allait leur rapporter. Eh bien, en fait, elles vont le faire donc au prix, très souvent, de leur soirée, de leur week-end, voire de leur santé mentale, on pourra y revenir. Mais du coup, voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette évolution des pratiques-là, elle ne se fait pas franchement dans un contexte où... Évidemment, d'un point de vue symbolique, c'est fort. Je ne suis pas en train de le remettre en cause, mais d'un point de vue matériel, il n'y a rien qui change. Et là, je vais m'arrêter là après. L'autre manifestation de ça, c'est le fait qu'en France, on n'ait pas eu de gender editor. Donc les gender editors, la première en France, c'est à Mediapart en 2020. Donc El País, c'est bien avant. Et aux États-Unis, qui sont bien tardif par rapport à l'Espagne et à l'Amérique latine, c'est 2017 avec Jessica Bennett au New York Times. La rédaction que j'étudie, le rédacteur en chef refuse l'idée, en tout cas à l'époque où je l'interroge, refuse l'idée d'une gender editor en raison que pour lui, c'est pas nécessaire, tout le monde peut bien s'en occuper, etc. Donc voilà, il y a des enjeux matériels derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de rubrique, il n'y a pas de création, comme ça a pu être le cas par exemple sur l'environnement, où on a créé des services planètes. Là, on ne fait pas ça, on ne crée pas des services violence de genre. Et par ailleurs, on ne met pas en place du temps, même si parfois ça peut arriver, mais ça reste à la marge, quoi. Voilà, j'ai essayé de dire beaucoup de choses très vite, je suis désolée. Mais, pardon, merci beaucoup Laure. Tu as super bien entamé la transition vers justement la question des initiatives et des résistances en fait, qui ont pu être rencontrées au sein des médias. Parce que du coup, cette question-là du féminicide, est-ce qu'elle est aujourd'hui vraiment traitée par tous les médias ? Lesquels vont éventuellement privilégier ce traitement-là ? Est-ce qu'on voit aussi, on voit toujours un traitement qui va en croissant, comme l'une d'entre vous en a parlé tout à l'heure, ou est-ce que le souffle s'épuise un peu ? Et du coup, je me tourne, comme tu as bien entamé, sur à la fois les initiatives et les résistances qui ont été rencontrées dans certaines rédactions, et particulièrement celles que tu as étudiées. Lorraine, puisque ça fait 10 ans aujourd'hui que tu travailles justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu creuses ce sujet des violences et particulièrement des violences faites aux femmes, que tu es journaliste pigiste. Est-ce que tu as toujours trouvé des médias qui étaient OK en fait pour publier là-dessus, pour donner une grande place à ces sujets, ou est-ce que c'est quelque chose qui se négocie ? Est-ce qu'avec le temps, on a vu davantage de médias peut-être bien établis s'ouvrir à des grandes pages société et moins du coup le fait divers qui continue d'exister autour des féminicides et des violences
sexistes et sexuelles faites aux femmes. Vous pouvez voir la une du journal voilà, qui est présentée gratuitement en bas aujourd'hui. Voilà, Lorraine, je te passe la parole. Oui, bien sûr. Il y a eu un énorme changement médiatique, un momentum médiatique. C'est quelque chose que j'ai abordé cette année dans ma collaboration avec Reporters sans frontières parce que j'ai travaillé sur un dossier assez conséquent qui s'appelle le journalisme à l'ère MeToo. Je vous invite à le consulter. Ça donne la parole à des journalistes, principalement des consoeurs partout sur la planète, de journalistes qui travaillent sur les violences sexistes et sexuelles. L'idée, c'était aussi du coup de faire remonter leurs besoins en termes de conditions de travail. S'il y a un mot qui ressort de ce rapport, c'est, je pense, le sentiment de solitude auquel on peut être confronté quand on travaille, qu'importe le contexte géographique, qu'importe les conditions d'exercice sur ces sujets. Même si, en revanche, oui, il y a eu énormément un vrai momentum médiatique. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 10 ans, franchement, ça intéressait pas grand monde. Les personnes ne savaient pas vraiment de quoi en parler quand on parlait de féminicide, ou alors on me disait mais qu'est-ce qui prouve philosophiquement qu'un homme a tué une femme parce que c'est une femme. Enfin, je veux dire, c'était pas des philosophes qui me posaient cette question. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a un engouement médiatique dont je bénéficie aussi et que je questionne en tant que journaliste. Voilà, j'ai pas... je sais pas jusqu'où aller dans la réponse entre une observation générale ou alors des choses personnelles sur ma façon d'exercer, mais oui, enfin... je pense que quand on a je vais répondre peut-être personnellement, en fait, je pense que quand on a un bon sujet, un bon angle et aussi le bon carnet d'adresses et surtout une bonne connaissance aussi, pour le coup, je travaille principalement avec la presse écrite des lignes éditoriales des journaux, il n'y a aucune raison pour qu'un projet ne se publie pas. Après, je pense que c'est des choses en interne, de savoir des tambouilles internes, d'aussi aller vers des journaux qui rémunèrent, parce que là, je pense qu'il y a une partie du public qui est journaliste. Vous savez qu'en fait, les grilles tarifaires, ce genre de choses ne sont pas les mêmes, que en fait, parfois on ne sait pas, mais un journal qui paraît incroyable, en fait, n'a pas forcément de moyens parce que c'est la presse indépendante ou ne veut pas mettre les moyens. Enfin, je veux dire, il y a aussi une politique qui doit être menée dans les conditions de travail des journalistes en interne et qui, du coup, à mon avis, devrait être peut-être plus mise sur la place publique parce que ça veut dire aussi des choses. Je pense comment on traite en interne ces journalistes. Ça veut dire aussi des choses sur son orientation éditoriale et je pense que la moindre des choses, c'est aussi d'avoir une cohérence entre son orientation éditoriale et la façon dont et les sujets qu'on met à la une. Mais oui, il y a un engouement, enfin que vous voyez. C'est d'ailleurs pour ça que cette table ronde elle est organisée. Je pense qu'il y a autant de monde maintenant. Maintenant, la question, c'est après, qu'est-ce qui se passe ? Moi, personnellement, j'essaye toujours, et c'est aussi, du coup, je pense, l'intérêt d'être dans cette position de journaliste pigiste qui est en orbite sur pas mal de journaux différents. J'essaye toujours, en fait, de m'intéresser à des choses qui me semblent nécessaires, qui n'ont pas encore été faites. J'ai déjà fait, je vous ai dit, là, par exemple, l'exemple de la justice restaurative. J'ai aussi, du coup, travaillé pas mal avec les auteurs de violences conjugales. Et là, c'est vrai, la question, c'est un peu que je me pose à chaque fois que je veux lancer un nouveau projet du coup de mon initiative et qui nécessite un peu de temps, c'est est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça n'a pas encore été fait, ou alors parfois est-ce que moi dans ma série que j'ai fait dans le fil rouge que je tire, il y a certains axes où je me dis ah ça c'est vrai, je trouve que bon là c'est presque des trucs personnels, mais je me dis ah j'ai pas encore pris le temps de travailler là-dessus, mais parfois je trouve que la société elle avance pas assez vite et du coup je vais pas refaire des choses et il peut y avoir parfois un sentiment de répétition, mais je pense que c'est le cas en fait de toutes les personnes qui travaillent sur les violences de genre où parfois on arrive à un moment à une impression de se répéter parce que les choses avancent pas assez vite. Du coup j'essaye un peu de gérer avec cette sensation un peu de frustration et du coup de faire émerger des sujets qui, à mon avis, méritent un intérêt médiatique. Par exemple, cette année, j'ai travaillé, l'année dernière, et ça m'a pris énormément de temps, j'ai travaillé plusieurs mois avec une consoeur qui s'appelle Fanny Marlier, et on a travaillé, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la question de l'origine des armes à feu dans les affaires de féminicides conjugaux qui étaient
en fait de meurtre, je pense en général, qui est assez peu posée. Et du coup, on s'est attelé à ce travail. On a travaillé avec le magazine d'Amnesty International. C'était une super collaboration. Et du coup, on a créé une base de données pour comprendre un peu l'origine de ces armes à feu. Et ça, par exemple, c'est un travail qui n'avait pas encore été posé. Et je suis contente avec Fanny Marlier d'avoir pris le temps pour nous intéresser à ce sujet et le placer quelque part dans l'espace public. En attendant probablement que d'autres personnes continuent le travail à ce sujet. Oui, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée, Lorraine, parce que vous et quelques autres journalistes aujourd'hui en France deviennent en fait des spécialistes du féminicide, il faut le dire. Donc la question de la couverture médiatique du féminicide échappe aux faits divers et devient votre spécialité, votre expertise. Voilà. Et du coup, ce qui m'amène aussi à poser ou à prolonger peut-être une dernière question avant qu'on ouvre la parole à la salle. Mais tout à l'heure, Laure, vous parliez de votre premier sujet, celui de l'articulation justement des identités journalistiques et militantes. Et puis là, on l'entend bien dans votre discours, Lorraine. Il y a quelque chose en fait de vouloir faire émerger certains sujets. Quel coût ça a aussi? Qu'est-ce que vous avez pu observer, Laure, dans la rédaction dont vous avez parlé tout à l'heure, puisque vous avez dit que vous avez même parlé d'une journaliste traumatisée. Enfin, voilà, c'est... Avec le temps, on a l'impression que c'est un sujet qui va être laissé aux journalistes femmes, quand bien même certaines d'entre elles en fait, se sentiraient peut-être blessées sur de tels sujets. Et puis Lorraine, en fait, avec le temps, est-ce que ça... Enfin voilà, j'ai entendu ce matin un journaliste parler... de l'arrivée sur la couverture de faits divers en disant vous arrivez sur le fait divers, c'est automatique, vous prenez une photo et puis du coup on a l'impression, on entend déjà des mécanismes de distanciation en fait de ce qui vient de se passer, ce qui permet de considérer que le fait divers ne nous touche pas personnellement mais ça touche les autres. Et là, dans ce cas-là, comment on fait? Moi, en fait, il y a plein de choses à dire. Déjà, c'est une question qui arrive très souvent, qu'on me pose très souvent, comment tu fais psychologiquement, etc. Et à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on poserait cette question à un reporter de guerre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais de genre dans cette question? Et en même temps, je me dis, en fait, c'est important aussi de parler de santé mentale. Donc, je suis un peu tiraillée. Mais je pense que déjà, il y a quelque chose qui est génial dans le métier de journaliste, c'est que on fait partie d'une corporation et qu'il y a énormément d'entraide, de chaleur en fait entre nous. Et franchement, pour répondre une chose, ou je pourrais en répondre des tonnes, mais ça pour le coup c'est hyper important et de compter sur le soutien et de pouvoir aussi soutenir les confrères et les consoeurs, ça c'est hyper important et voilà. Déjà ça, je pense que c'est le socle de base. Bon alors du coup je sais pas si je dois répondre ce que je voulais répondre. Non mais enfin voilà, c'est très important cette notion de collectif et je pense que les journalistes que j'ai rencontrés m'ont tout dit qu'en fait elles avaient besoin de ces sortes de moments de se retrouver en fait en collectif, et on retrouve ça par exemple chez les travailleuses sociales en fait, c'est des types de pratiques qui existent déjà dans le travail social, que de se raconter en fait après dans des petits groupes plus intimes ce qu'on a vu, vécu, entendu assez rapidement en fait après être allé sur le terrain en l'occurrence. Moi ce que j'ai noté en travaillant sur différentes journalistes femmes qui ont travaillé sur ces sujets-là et pas exclusivement sur les féminicides, mais c'est vrai que les féminicides c'est un crime qui est spécifique et qui a largement monopolisé l'attention. Donc du coup c'est vrai que souvent les journalistes me parlaient de leur travail sur les féminicides quand on n'avait que cette question. Moi, je leur ai pas posé cette question-là, c'est-à-dire que je suis pas allée chercher cette question particulièrement de la santé mentale, de la façon de le vivre en fait. Et en fait, elle a émergé plus dans des petites remarques, dans des choses comme ça. Et effectivement, moi, et c'est
quelque chose que j'aimerais travailler aussi maintenant, c'est oui, effectivement, le coût psychologique de moi, ce que j'appelle le travail émotionnel sur ces sujets-là. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, hein, c'est juste je reprends le terme d'un chercheur. Et du coup, qu'est-ce que ça implique de faire ça en sachant que dans les rédactions, effectivement, rien n'est pensé et mis en place, en tout cas en France, pour mettre en place ce type de débriefing ou effectivement de mise à distance géographique, etc. Ça pose aussi la question de la sécurité physique en fait, des journalistes. Hein. Moi, j'ai un journaliste, par exemple, qui me raconte, qui travaille sur un sujet en lien avec une tentative de féminicide, on va dire, et du coup, il reçoit des textos, par exemple, hein, pour vous dire concrètement ce que ça veut dire, dans la nuit, d'une personne qui donc est victime de violence de la part d'un homme avec qui elle a été en relation. Et en fait, il lui dit qu'elle veut se suicider, qu'elle en peut plus, qu'elle supporte plus, etc. Donc voilà, c'est ça que ça implique parfois en fait de travailler sur ces questions-là. Ça implique vraiment d'être dans des situations où on doit aussi gérer sa source et on la gère pas de la même façon. Et peut-être pour du coup dire autre chose, c'est que ça implique des changements de pratique. C'est-à-dire que par exemple, vous avez peut-être lu ou entendu Marine Turki parler de son travail. Elle dit bien, là je parle des violences sexuelles en général, puisqu'en général malheureusement les victimes quand on travaille sur les féminicides, à part si c'était une tentative échouée, ne sont plus là pour parler. Mais en fait elle dit bien que son rapport aux victimes n'est pas du tout le même, puisqu'en fait, aux sources n'est pas du tout la même que dans des enquêtes habituelles, on va dire, puisqu'en fait elle va laisser la possibilité à sa source jusqu'au dernier moment de refuser la publication de son enquête. Elle va lui laisser la possibilité d'être anonyme, alors qu'on connaît la nécessité pour les journalistes de donner le nom pour renforcer la valeur de l'information. Voilà, il y a une multitude de pratiques qui sont mises en place. Par exemple aussi le fait de ne pas aller seule faire une interview d'une femme. Hein. Ces interviews, elles peuvent durer des heures. Là, encore une fois, je ne parle pas de féminicide. Désolée, je sors un peu du cadre. Et du coup, ça a aussi des implications sur les pratiques. Mais voilà, à mon sens, ça a aussi des implications sur les journalistes, et en particulier des journalistes qui peuvent être aussi précaires aux marges du champ et qui n'ont pas de moyens financiers. Et donc, en fait, dans les travaux, par exemple, là, je parle plutôt des travaux anglo-saxons, il y a beaucoup de travaux sur la émotion et journalisme et ce qu'on appelle donc le PTSD, donc c'est le syndrome post-traumatique, et donc plus spécifiquement le trauma vicariant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça peut impliquer d'un point de vue psychologique, c'est un trauma vicariant, c'est-à-dire que ce n'est pas à vous qu'est arrivé le trauma, mais vous subissez des effets traumatiques, des récits répétés de violence. Et évidemment que le parallèle avec les reporters de guerre est possible. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ces questions-là, qui avaient complètement laissé de côté en fait cette question-là dans leurs travaux, hein, même parce qu'effectivement, il y a des stratégies, il y a des pratiques qui avaient été mises en place de manière inconsciente par les reporters de guerre ces dernières décennies. Et du coup, aujourd'hui, c'est des travaux qui commencent à émerger dans la recherche. Alors, pas trop encore en France, mais en tout cas en Angleterre, au Royaume-Uni et aux États-Unis, beaucoup. Voilà. Ouais, merci beaucoup Laure et Lorraine pour tous ces compléments, et puis merci vraiment à toutes les quatre pour ces échanges vraiment très riches. Alors juste avant d'ouvrir aux questions, je voudrais simplement vous signaler ce que nous avions prévu de projeter. C'est assez important, notamment pour à la fois les journalistes et futurs journalistes, et puis aussi chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à la question dans la salle. Nous avions des ressources du Global Investigative Journalism Network, donc un guide
sur enquêter sur un guide qui s'intitule Enquêter sur les féminicides, que vous pouvez trouver en ligne sur le site, donc www.gijn.org. Vous pouvez retrouver aussi un autre document qui fait office de guide, Humaniser sans sensationnaliser, c'est ça ? Humaniser sans sensationnaliser, enquêter sur le féminicide, toujours sur gijn.org. Lorraine nous a d'ailleurs expliqué que vous mobilisiez régulièrement des documents, ces documents, et également un document, un outil de Prenons la Une que vous pouvez trouver sur leur site et qui s'intitule « Le traitement médiatique des violences faites aux femmes ». Et pour les lusophones, nous avons aussi une checklist qui a été rédigée par le laboratoire Traverso au sein duquel se trouve Teresina Silva. Et donc c'est une checklist pour une meilleure qualité de la couverture médiatique des féminicides et qui est mobilisée notamment dans des télévisions au Brésil. Voilà. Je peux passer le micro. Donc on va prendre quelques questions. On est un peu en retard. On a commencé un peu en retard, mais quand même c'est important parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Alors peut-être ce sera l'occasion de compléter. Alors je vais être assez mauvaise. Je ne sais pas qui a levé la main en premier, hein, donc désolée d'avance. Oui, bonjour. Déjà, merci d'être là et de nous avoir un peu expliqué. J'avais une question qui était plutôt un avis en fait que vous devez avoir en ce moment. On a la hausse du masculinisme en France, qui est, vu qu'on a parlé un peu de politique, je voulais aussi un peu revenir dessus parce que le masculinisme, c'est un peu issu d'extrême droite. On a Alex Hitchens, je crois, en France, qui est assez connu, ou sinon Andrew Tate. Et je voulais savoir s'il y avait des peurs par rapport à ça, parce que on sait qu'ils sont aussi auteurs, les masculinistes, de féminicides et aussi de VSS, donc de violences sexuelles et sexistes. Et si vous pensez qu'on devrait avoir des craintes liées à la hausse du masculinisme en réponse aux féministes en France ou pas? Oui, merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante. Alors, ça peut être effectivement un élément à prendre en considération, notamment par rapport à ce que Laure disait sur la question de l'altérisation, parce que dans le discours de l'extrême droite, les auteurs de féminicides sont souvent profilés avec certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques en lien avec leur identité. Après, ce que je tiens à préciser là-dessus, c'est que, et c'est peut-être en lien avec ce travail d'archives sur 25 ans qui, du coup, permet de remettre aussi en perspective certaines choses et de ne pas saisir uniquement les ruptures, c'est-à-dire ce que l'on voit aujourd'hui, mais de saisir également les continuités. Je vous fais un exemple très rapide dont on avait parlé au moment où on a organisé la table ronde. Au moment de l'anniversaire de la mort de Marie Trintignant, donc en 2023, plein de journalistes me contactent parce qu'ils sont intéressés notamment pour avoir un retour sur la question de la médiatisation de cette affaire et notamment de son évolution au fil du temps. Parce qu'il y a eu plusieurs dates, notamment en correspondance aussi des couvertures des Arocs en 2013, en 2023, Marie-Claire aussi qui avait fait une couverture intéressante. Bref, tout le monde me contacte en me disant, en me donnant en quelque sorte quel est le paradigme de la focale avec laquelle le cadrage avec lequel on va aborder la question de cet anniversaire de féminicide, à savoir Marie Trintignant, premier féminicide, dernier crime passionnel en France. Or, il se trouve que Marie Trintignant donc a été tuée en 2003, en 2002. Donc, juste l'année d'avant, on a le féminicide de Sohane Benziane, qui est une jeune fille de 17 ans, je m'excuse pour les détails, qui est brûlée vive donc dans une cité à Vitry-sur-Seine, la cité Balzac. Et ce féminicide est en lien avec le mouvement Ni pute ni soumise, qui émerge donc à ce moment-là. Si vous allez voir donc à l'Institut national de l'audiovisuel, le discours médiatique, donc télé, autour de ce féminicide, c'est assez intéressant de découvrir les continuités avec le discours raciste et d'extrême droite auquel on est habitué aujourd'hui. C'est-à-dire que sur un fond raciste, on a en 2002, donc de manière assez avant-gardiste, la véritable définition de ce que c'est qu'un féminicide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente l'assassinat de Sohane, on en parle en disant « elle est morte parce que c'était une fille », sous-entendu, de cité.
Et donc, on a dans la médiatisation tout un ensemble d'émissions plateau, débats, JT, dans un contexte qui est historiquement, médiatiquement, politiquement très mouvementé, parce que voilà, on a Sarkozy, ministère de l'Intérieur. Le maire de Paris vient de se faire poignarder sous un fond d'homophobie, etc. On a un meurtre raciste également qui se passe en même temps. Mais en fait, les discours que l'on peut entendre aujourd'hui sur la question, sur les questions de racisme et d'islamophobie notamment, étaient déjà là, donc en 2002, au moment de la mobilisation. Bien évidemment, cette affaire a permis du coup de faire émerger la matrice sexiste de l'assassinat de Sohan, mais ça s'est fait au prix fort pour certaines communautés, notamment de cités. Donc, voilà, tout ça pour revenir aujourd'hui au présent. Je trouve qu'il est très intéressant de se pencher sur cette question des masculinismes, et notamment en lien avec la question des féminicides, parce que les deux vont ensemble, mais dans le discours, il est quand même très important aussi de ne pas oublier l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, et qu'est-ce qui a pu changer entre-temps, notamment en termes de résistance. J'essaie d'apporter un peu d'optimisme dans le contexte actuel. Voilà. Parce que qui dit fascisme dit résistance, donc voilà. Je vais prendre la suite sur l'optimisme. Alors, je vais me lever parce que je vois vraiment pas bien. Il y a beaucoup de monde, on est tout au fond. Merci déjà pour vos interventions et vos travaux qui sont très précieux et qui nous aident au quotidien quand on essaye d'accompagner le changement dans les rédactions. Moi, je m'appelle Marine Forestier, j'ai cofondé une agence de formation féministe et je me présente comme gender éditrice indépendante. Donc ça veut bien dire que les choses bougent un peu parce que j'ai du travail. C'est déjà pas mal. Et justement, sur l'optimisme, en ce moment, j'accompagne une grosse rédaction nationale qui veut mettre en place des gros changements rédactionnels sur le traitement éditorial des violences sexuelles, mais aussi des femmes en général dans leur contenu. Et on crée un comité éditorial sur les questions de genre avec un groupe de 10 journalistes paritaires du point de vue du genre. Il y a des hommes dans le groupe. Et on les forme via mon agence de formation pour justement à la fois eux et elles être au courant des biais qui peuvent exister dans nos traitements éditoriaux, mais aussi convertir les collègues. Donc voilà, il y a des choses plutôt chouettes qui se passent. Je trouvais ça plutôt cool d'en parler aussi. Et j'avais une question, parce que malgré tout, on a des difficultés. Et moi, j'accompagne beaucoup les rédactions aussi sur la partie iconographie, de comment on illustre les violences sexuelles. Et j'essaye de lancer des réflexions auxquelles moi-même, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire, voilà, je vois bien qu'il faut essayer de sortir de la photo prétexte du tribunal ou de la voiture de police, qu'il faut montrer que la violence, elle est aussi domestique, elle est à l'intérieur des maisons. Mais quand le cas n'est pas très médiatisé, qu'on n'a pas un grand procès tonitruant avec plein de photos des victimes qui sont à la barre et tout ça, qu'est-ce qu'on propose comme iconographie qui soit alternative? Et donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des travaux qui avaient été faits sur le sujet ou des initiatives que vous connaissiez sur ces questions-là. Merci. Je pense que la question, elle devrait s'adresser plutôt à une iconographe, mais en fait, je pense juste, par exemple, au travail iconographique d'un journal comme Libération, qui est extrêmement intéressant, et je pense qu'il y a énormément de façons moins littérales, en fait, de traiter de l'actualité, et que, en fait, par exemple, ça me fait penser aux travaux de Camille Garbi, qui est une photographe qui a fait une série qui a beaucoup circulé, donc probablement que vous la connaissez, qui s'appelle... Comment elle s'appelle, sa série ? Preuve d'amour, voilà, merci beaucoup. Et en fait, elle a travaillé sur une année 2018, voilà, des féminicides, et elle a repéré en fait les modes opératoires, et elle a fait des photos studio sur fond blanc, des objets qui ont servi à perpétrer le crime. Donc il y a un fusil, je pense, un couteau, mais il y a un fer à repasser, etc. Et ça, par exemple, c'est une série qui fonctionne très bien, et tout repose dans l'idée. Mais sinon, peut-être aussi que cette question, elle renvoie aux limites en fait des façons dont on a représenté les violences, notamment conjugales, on fait référence, qui ont beaucoup en fait focalisé sur les violences, les blessures visibles,
Donc là, c'est pas forcément un travail lié à la presse. Je pense aux campagnes de prévention avec ces images de femmes avec des bleus, etc. Et qui du coup partaient évidemment d'une bonne initiative, de vouloir travailler sur la prévention. Mais on s'est rendu compte avec le temps qu'au final, en fait, ça pouvait transmettre un message erroné, c'est-à-dire associer automatiquement ou de contribuer à l'association automatique en fait de violences conjugales ou violences perpétrées dans la cellule familiale avec des violences qui laissent des traces, alors qu'en fait la plupart des violences sont invisibles en fait. Et pour avoir parlé à un certain nombre de femmes survivantes de violences conjugales, il y a quelque chose qui est assez étonnant qui ressort de leur discours, c'est qu'en fait elles me disent toutes que il y a toujours un moment dans le discours où il y a le truc quelque chose, voilà, enfin qui les a particulièrement interpellées, qui est très dur, etc. Donc elles prennent le temps de le détailler, et en fait souvent c'est pas une violence physique, hein. Et c'est des femmes, je pense dans mon livre Nos absentes, il y a le témoignage d'une dame qui s'appelle Magali, qui habite à Montreuil et qui est survivante de féminicide. Hein. Son ex-conjoint, il a tué une autre femme qui s'appelait Razia. Et Magali, elle me racontait les humiliations qu'il lui faisait subir, par exemple, autour de la cuisine, ou des humiliations sur son physique. Et ça la détruisait. Mais voilà, alors qu'en fait, un jour, il avait une arme et il a tiré à côté d'elle. Et voilà, après, c'est là où se loge le trauma. Mais j'ai remarqué quand même que souvent, les épisodes les plus traumatiques et les épisodes qui laissent le plus de traces et les plus difficiles s'ils peuvent un jour être soignés, c'est souvent des violences invisibles. Et c'est d'autant plus pernicieux et pervers qu'en fait, c'est les choses qui sont les plus difficiles à prouver par la suite. Est-ce que je peux juste ajouter une chose pour donner un conseil, je ne sais pas comment dire. J'avais justement fait des focus group avec des femmes qui avaient été ou qui étaient encore en situation de violence conjugale dans un centre anti-violence en Italie, et on avait regardé ensemble des campagnes de prévention contre les violences conjugales. Pour le coup, c'était des campagnes de prévention italienne, avec vraiment cette idée de certaines campagnes qui montrent une femme en situation de violence conjugale qui est dans le coin de la pièce, en boule, avec des bleus, etc. Et de cet échange avec ces femmes émergent des éléments très intéressants. Et voilà, j'ai écrit un article là-dessus, donc je ne reviens pas sur les résultats précisément, mais ce qui est intéressant peut-être, c'est d'intégrer à un moment donné du processus de réflexion, les concernés, les victimes, les familles, les proches. Tout à l'heure, on parlait par exemple des colleuses. Même là-dessus, il y a parfois un travail de réflexion qu'il faut faire. Je pensais notamment à Sandrine Boucher de l'Union nationale des familles de féminicide, qui une fois me disait le fait de me promener dans la rue et de voir le nom qui est collé en étant avec ma nièce, c'est pas forcément, ça peut avoir un impact politiquement très fort, mais moi dans ma vie personnelle et dans celle de ma nièce, c'est un nom qui est affiché, on sait très bien de quoi on parle. Tout ça pour dire que bien évidemment, il ne faut pas s'empêcher de penser indépendamment de ces actrices de terrain, mais que la réflexion, elle peut aussi les inclure et émerger effectivement d'un échange avec elles. Bonjour, je m'appelle Mejdaline Miri, je suis journaliste sportive. Je suis en train d'écrire un livre et de mener une enquête sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles dans les médias de sport. Donc comment RMC a traité l'affaire Jégou Oradou, comment l'équipe a traité l'affaire Benjamin Mendy, ce qui évidemment laisse la porte grande ouverte à pas mal de réflexions. Malheureusement, le sport et le journalisme de sport fait partie des espaces assez peu où les féministes s'investissent assez peu, mais je comprends pourquoi. Plus je m'y intéresse, plus je comprends pourquoi. En tout cas, c'est passionnant de vous écouter. Et du coup, parmi les premières conclusions de l'enquête et du livre, il y a notamment la différence entre lorsque l'athlète est l'accusé ou bien la victime. Quand Sarah Abitbol a témoigné des viols qu'elle avait pu subir de la part de son entraîneur, pour le dire de manière très schématique,
les médias lui ont tendu le micro, l'ont écouté, et il y a eu assez peu de conditionnels, par exemple, utilisés dans les mots des journalistes. On écoutait son récit, évidemment, avec respect. À l'inverse, quand ce sont les athlètes qui sont soupçonnés d'actes violents, là, il y a beaucoup de conditionnels, et on va voir les mêmes choses que ce qu'on voit d'habitude dans les articles, c'est-à-dire, mais est-ce que une femme de 39 ans peut vraiment aller en boîte et repartir avec un homme de 20 ans sans se douter de ce qui va lui arriver, par exemple. Voilà. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez observé dans d'autres domaines, par exemple en politique ou d'autres, ce rapport-là à la célébrité de l'accusé ou de la victime. Est-ce que ça avait des conséquences sur la manière d'écrire des journalistes ou pas? Au Brésil, on a identifié que toujours les femmes plus célèbres, bien sûr, que les médias couvrent davantage. Donc, le statut social est très important dans la couverture des violences de genre. L'année dernière, il y a eu un cas d'une présentatrice, on dit, de la télévision, très célèbre, qui a porté plainte contre son mari, son compagnon. Donc, les médias ont traité très bien dans le sens de profondir, de cadrer les cas dans un contexte de violence de genre plus général. Donc, c'est très différent d'autres cas de femmes très plus anonymes, pour dire d'une façon. Donc, je crois que c'est ce que vous avez identifié, c'est très important. Et on identifie aussi dans les domaines de la politique, dans les autres domaines aussi. Je peux dire quelque chose, mais rapidement. Oui, on observe ça. Et quand je parlais de rapports sociaux de classe tout à l'heure, je n'évoquais pas la question de la célébrité qui vient s'ajouter, à mon sens, à un statut social élevé. Mais moi, par exemple, sur mon terrain, j'ai un cas où, en fait, la rédaction avait... Enfin, la direction de la rédaction avait la possibilité de publier une enquête, puisque j'avais eu un entretien officieux avec le journaliste. Bon, c'est une affaire classique que je vais raconter, mais c'est juste pour dire que ça existe aussi sur les violences sexistes et sexuelles, et y compris en contexte MeToo. Donc, il y avait un journaliste de la rédaction qui avait des informations qui étaient vérifiées, l'enquête était sérieuse, tout le monde l'avait validée, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais il se trouve que la personne mise en cause était un homme politique plutôt âgé, blanc, de plus de 60 ans, qui, pour reprendre des termes qui étaient utilisés par mes enquêtés, était un proche du journal. Et bien, l'enquête, elle a patiné. La direction refusait. Et en fait, le journaliste comprenait pas vraiment pourquoi ça bloquait, puis a fini par comprendre. Et puis ensuite, il y a des personnes qui sont montées au créneau dans la rédaction. Donc en fait, toutes ces manigances qu'on voit pas, enfin des manigances, je sais pas, c'est pas un bon terme, mais toutes ces tensions et ces conflits en fait, parce qu'en fait dans la rédaction il y avait aussi évidemment des gens qui poussaient pour que ce soit publié et qui disaient c'est pas une raison, pourquoi lui on va pas publier alors que telle autre personne on va publier, enfin voilà. Donc évidemment que la célébrité va avoir, le fait que ce soit une personnalité publique va avoir une importance. Je pense qu'il y a aussi un enjeu dans le sport sans doute qui se rajoute, que j'ai pas étudié, mais en tout cas en politique évidemment on a ça. Et ça pose aussi, et ça rejoint la question sur l'iconographie, c'est-à-dire qu'en fait on sait très bien que à partir du moment où on va visibiliser quelqu'un, on va avoir tout le matériel pour mettre en scène l'histoire, on va avoir beaucoup de réactions, etc. Et ça implique aussi pour la direction de se mettre en état de fonctionnement pour réagir, en fait. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une rédaction qui prend le parti de publier quelque chose, elle se met quand même dans une situation de visibilisation dans le champ journalistique qui est important. Et
ce que je voulais juste dire aussi par rapport aux médias sur lesquels vous travaillez, c'est que, et là, je suis désolée, je vais être moins optimiste, mais à mon sens, on observe aussi une forme de polarisation, c'est-à-dire du champ journalistique. On parle depuis le début de médias qui font partie des médias qui veulent aller dans un sens plutôt de modification des pratiques, en tout cas des normes, etc. Il y a aussi toute une autre partie des médias qu'on n'évoquera pas ici, qui ont une volonté de produire des contenus journalistiques en ne changeant rien, voire en étant volontairement réactionnaires, et c'est leur marque de fabrique, en fait. Et du coup, moi, je pense que c'est quand même important de le rappeler aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je ne donnerai pas de nom, mais je veux dire, on les connaît tous, ces noms. Aujourd'hui, on a en tête les 5-6 médias, je parle aussi de l'audiovisuel, qui essayent d'aller dans un sens, mais il y a aussi une quantité de médias qui n'ont pas du tout l'intention d'y aller, voire qui vont dans l'autre sens, en fait. Et du coup, ça, c'est à prendre en considération aussi dans l'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est leur position éditoriale, c'est aussi en fait le masculinisme et l'antiféminisme. En fait, pour moi, c'est une décision éditoriale aussi, en fait. Toute dernière question, parce que là, je leur tourne, mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Désolée. Bonjour, déjà, merci pour ce moment et pour cet échange. Je vais essayer de faire vite. Il y a un livre qui s'appelle Désirer la violence de Chloé Chibaud qui est très intéressant et qui évoque du coup la manière dont on va romantiser en fait les violences sexistes et sexuelles dans la pop culture, ce qui a largement participé à banaliser ces violences dans notre société. Ma question du coup, c'est est-ce que le traitement médiatique des féminicides et des VSS peut être concerné par ça aussi, et si oui, du coup, en tant que journaliste, quelles précautions il faut prendre pour traiter ces faits de violence? Faire un rattrapage de la question sur le crime passionnel de tout à l'heure, juste pour rappeler que le crime dit passionnel est une invention journalistique de la fin du 19e siècle. Peut-être il y en a qui connaissent déjà, fin du 19e, début du 20e. Donc on est dans ce qu'on appelle la belle époque de la presse. Et cette formule-là, en fait, s'inscrit dans l'essor donc, du fait divers, donc avec les histoires de suicides, accidents de la route, incendie et crime de manière générale, plus les histoires extraordinaires, le crocodile qu'on trouve à Paris, en fait, on va avoir les histoires de conjoints, la plupart du temps, qui vont se tuer. Et historiquement parlant, ces histoires sont écrites par des hommes, parce que c'est quand même la sociologie de la profession. À ce moment-là, ce sont des hommes qui sont des écrivains. J'imagine qu'il y a dû avoir la table ronde ce matin sur la question de l'histoire. Voilà. Mais du coup... des hommes écrivains qui empruntent à la littérature, une littérature qui est plutôt du feuilleton, des caractéristiques, des mécaniques narratives particulières. Tout cela dans un contexte historique qui se lie aussi à l'histoire de l'art, à la musique. On a un très beau poème, par exemple, j'en parle souvent avec mes étudiants, de Oscar Wilde, qui demande l'abolition de la peine de mort, tout en glamourisant le féminicide de ce jeune homme qu'il connaît en prison et qui c'est la balade de la géole de Reading. Donc, bref, tout ça pour dire que absolument, il y a un lien très fort en fait entre les produits culturels et les récits d'information, dans la mesure où que ça soit par exemple la chanson et notamment des chansons françaises, comme par exemple les murder ballades au Royaume-Uni sont des chansons qui vont s'inspirer historiquement de récits qui sont des récits faits diversiers, dans lesquels on va typiquement raconter, notamment dans les murder ballades, une jeune femme qui est tuée par un homme à côté d'une rivière, comme une jeune Ophélie, son corps va glisser sur la rivière. Du coup, ce lien-là, il existe, il est historiquement établi, et il va continuer au fur et à mesure jusqu'à des Johnny Hallyday, par exemple, ou d'autres aménités que l'on peut voir dans la chanson, dans les films, par exemple. Donc, effectivement, quand on pointe le changement culturel,
au-delà d'un changement en termes de loi, effectivement, on parle également de ces produits, de ces objets culturels qui permettent finalement de penser l'amour autrement et qui permettent de penser que la fin, par exemple, d'une relation ne doit pas forcément se solutionner dans un meurtre ou un assassinat. Merci à toutes les quatre, merci Chloé, et puis merci à vous pour votre attention et vos questions. Allez, on libère la salle, c'est bon.